Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Suzy Saint-Cerny. Je suis professionnelle de recherche à la chaire en fiscalité et finances publiques. Je suis simplement ici pour vous remercier de votre présence. Donc, on est vraiment content de l'intérêt porté aux activités qu'on met de l'avant. Ce midi, il y a eu plus de 400 inscriptions. Donc, c'est un record. La raison est sûrement multiple, notamment, certainement, je peux en nommer quelques-unes, dont le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est d'actualité. En temps de pénurie de main-d'œuvre, il y a sûrement des liens à faire, donc d'où votre intérêt. On doit aussi, il y a sûrement une raison aussi qui vient de nos partenaires de diffusion qu'on doit absolument remercier. Donc, on veut spécifiquement remercier l'Association de planification fiscale et financière qui a agi à titre de partenaire de diffusion et aussi le comité consultatif 45 ans et plus. Donc, merci à vous. C'est un gage de succès, votre participation aussi. Juste avant de passer la parole à Luc, petites informations à vous donner. Donc, idéalement, vous fermez vos caméras et vos micros. Ça va empêcher la réverbération et ça va être plus facile pour tout le monde. Il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, pour poser vos questions, à ce moment-là, vous pourrez soit lever la main ou utiliser la conversation, donc la petite bulle qui se trouve quelque part sur votre écran pour poser des questions par écrit. Donc, à ce moment-là, on les prendra une à la fois. Donc, je pense que ça fait le tour, sinon Luc va rattraper le coup. Donc, je passe la parole à Luc. Luc, peut-être pas besoin de présentation, mais je vais quand même dire que Luc Godbout est professeur en fiscalité et titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques. Alors, à toi, Luc. Alors, bon, merci Suzy. Bonjour à tous. Effectivement, comme Suzy, je suis surpris de vous voir aussi nombreux, agréablement surpris. Alors, comme c'est un midi-conférence, on essaie toujours, peut-être la clé du succès, de faire ça un peu court. Donc, on va débuter dès maintenant. Je vais donc partager ma présentation. Alors, sans plus tarder, je débute cette présentation. D'abord, peut-être dire aussi que ce n'est pas une question qui est nouvelle. Alors, en mise en contexte, peut-être vous dire que la solution pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, de favoriser la participation des aînés au marché du travail, ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Donc, dès 2011, la Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, c'est un rapport qui a été publié, diffusé par le gouvernement du Québec et qui a des solutions qui sont encore tout à fait d'actualité dans ce rapport-là. Donc, l'idée, donc, ça fait déjà peut-être plus d'une décennie qu'on en parle. Pardon. Et ce qu'on entend, dans le fond, autour du phénomène de la participation des retraités au marché du travail, ce qu'on entend comme régulièrement, c'est que ce n'est pas payant d'aller gagner un revenu supplémentaire une fois que nous sommes à la retraite. On entend aussi que les gens vont payer plus d'impôts lorsqu'ils vont produire leur déclaration à la fin de l'année, qu'ils vont devoir cotiser à des cotisations sociales, à des programmes sociaux, sans nécessairement bénéficier de ces programmes sociaux-là. Je pense notamment à l'assurance-emploi, par exemple. Et il y en a qui disent qu'ils vont perdre leurs prestations, notamment lorsqu'il est question du supplément de revenu garanti. Donc, la vraie question qui est sous-jacente à la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu sous le thème de la chanson de Plastique Bertrand, Stop ou encore. J'ai 65 ans, qu'est-ce que je fais? J'arrête de travailler ou je continue? C'est ça la trame de fond de cette présentation-là. Donc, pour y arriver, pour l'explorer, la présentation est divisée en 5 sections. On va d'abord expliquer des éléments contextuels, donc vieillissement de la population, participation au marché du travail. Qu'est-ce qu'on a comme revenu à la retraite? Les mesures d'incitation au travail qui existent de manière générale au Québec et au Canada et de manière plus spécifique pour les travailleurs d'expérience. On va présenter quelques analyses de cas, puis on terminera par quelques améliorations qui seraient encore possibles d'amener pour rendre le travail des aînés encore plus attrayant, sur une base toujours volontaire. Ici, on parle vraiment de ceux qui souhaitent rester sur le marché du travail et non pas changer les règles pour que les gens soient obligés de rester sur le marché du travail. Je pense que la nuance est quand même très, très, très importante. Donc, en élément contextuel, ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que
la démographie, c'est quelque chose d'assez prévisible. Donc, on ne devrait pas être surpris devant la situation actuelle de pénurie de main-d'œuvre, puisque ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui sont nés il y a 65 ans. Puis tranquillement, comme ça, la cohorte des âges s'est déplacée. Donc, ça fait un sacré bout qu'on sait que dans le tournant des années 2000, il y aura plus de départs à la retraite que d'entrées sur le marché du travail. Tu sais, sans être précis, là, mais ça fait quand même plusieurs années. Nous, ça fait longtemps qu'on en parle du vieillissement de la population dans nos travaux à la chaire. On a le sentiment d'être un peu plus écoutés aujourd'hui qu'on l'était il y a 15 ans parce que ça semble plus criant d'actualité. Bon, ici peut-être, commençons par la transition démographique. Donc, le poids des 65 ans et plus dans la population totale au Québec. Donc, ce n'est pas nouveau qui est en augmentation. Il augmente depuis les années 70. Mais si vous voyez dans la décennie 70, au passage des années 80, il a augmenté de 2 points. On est passé de 7 des gens de 65 ans et plus dans la population totale à 9. Dans les années 80 jusqu'au début des années 90, on a augmenté d'un autre 2 passé de 9 à 11. Un autre 2 des années 90, passant de 11 à 13. Puis on voit dans les années 2000, le 2 points de pourcentage qui s'ajoutait avant est passé à 3, est passé à 4. Et dans les années 2020 jusqu'à 2030, c'est 5 points de pourcentage, et si bien qu'en 2031, il y aura au Québec une personne sur 4 qui aura 65 ans et plus. Bon, c'est un passage important, passer de 7 à 25 des personnes de 65 ans et plus. Si on regarde en Ontario, bien, en 71, eux, il y avait un petit peu plus de personnes âgées que nous. Ils étaient à 8 et non pas à 7. Et même rendu en 2045, ils n'auront toujours pas atteint 25 de la population totale qui aura 65 ans et plus. Donc, ils ont une période de transition qui est plus longue que la nôtre. Donc, ça, c'est important aussi de garder ça en tête. Si on avance, puis qu'on essaie de voir les impacts que tout ça peut avoir sur le marché du travail, c'est important de voir le bassin de travailleurs potentiels. Le bassin de travailleurs potentiels, c'est les personnes de 20 à 64 ans. Les personnes les plus susceptibles de participer au marché du travail. Évidemment, ils n'y participent pas tous, pour toutes sortes de raisons, mais c'est ceux les plus susceptibles de participer au marché du travail, c'est notre bassin de travailleurs potentiels, les 20-64 ans. Bien, si vous voyez de 71 à 91, c'est 1,1 million de paires de bras de plus qui s'ajoutaient à ce bassin-là. De 91 à 2001, c'est un autre 600 000 personnes de plus qui s'ajoutaient au bassin des travailleurs potentiels. Et comme vous le voyez, bien, de 2011 à 2031, bien, il ne s'ajoute pas de nouvelles personnes sur le marché du travail. On va avoir le même poids en 2031 qu'on avait en 2011, même que même qu'on perd, entre 2020 et 2031, on perd 100 000 personnes sur le marché du travail au Québec âgées de 20 à 64 ans. Puis là, encore une fois, je reviens avec l'Ontario. Mais entre 2020 et 2031, pendant que nous, on perd 100 000 personnes dans le bassin de travailleurs potentiels, eux, ils en gagnent 300 000. Donc, encore une fois, une différence qui est tout à fait notable avec nos voisins. Évidemment, ça se répercute sur notre croissance économique. Donc, on est appelé à avoir une croissance économique plus modeste dans un contexte où le bassin de travailleurs potentiels se contracte plutôt qu'est en période d'expansion. Bon, toujours dans les éléments de contexte, on peut regarder aussi un indicateur bien imparfait là, parce que ça ne compte pas ceux qui ne partent pas à la retraite, mais l'âge moyen à la retraite en 1976, toujours sur une base comparative avec l'Ontario, bien, les Québécois prenaient leur retraite un petit peu plus tard que les Ontariens. Pas grand-chose, quelques poussières de mois, mais c'était assez similaire, mais on était à peu près à la même place, autour de 65 ans, l'âge moyen de la retraite au Québec et en Ontario. Qu'est-ce qui se passe en 1998, à peu près une vingtaine d'années plus tard? Bien là, on constate qu'au Québec, il y a eu une forte chute de l'âge moyen de la retraite. Si vous remettez dans l'ambiance de l'époque, on parlait beaucoup de retraite hâtive, de faire de la place aux jeunes, donc de dire aux personnes plus âgées, bien, partez à la retraite, profitez du bon temps, puis on a besoin d'espace sur le marché du travail, et donc l'âge moyen de la retraite était très bas, avec un écart de 3 ans avec l'Ontario. Aujourd'hui, avant la pandémie, 2019,
on s'aperçoit que l'écart s'est de nouveau rétréci avec l'Ontario. On est à moins d'une année d'écart avec l'Ontario, mais on prend notre retraite encore un petit peu plus tôt en moyenne. Ça, c'est la perspective concernant l'âge moyen de la retraite. Si j'avance, puis c'est pas tôt de regarder le bassin de travailleurs potentiels, il faut regarder ceux qui participent au marché du travail dans ce bassin de travailleurs potentiels-là. Et là, ce qu'on peut constater, c'est, pour toujours notre gang de 20 à 64 ans, les taux d'emploi au Québec en 2020 sont plus élevés qu'en Ontario. Donc, 20 à 64 ans, bassin plus élevé qu'en Ontario d'emploi. Taux d'emploi plus élevé. Si on prend ça par groupe pour les personnes les plus âgées, même si les 20-64 ans sont plus nombreux à participer au marché du travail, la dernière cohorte des 20-64 ans, celle de 60 à 64 ans, vous notez quand même un écart de moins de 5 points de taux d'emploi. Donc, on est à moins d'une personne sur deux au Québec, 47 alors qu'en Ontario, ils sont à 53 Donc, un écart là, qui est déjà manifeste chez les plus jeunes des travailleurs d'expérience. Si on va chez les 65 à 69, on constate un écart de 8 points. Alors, pendant qu'ils sont un peu plus de 1 sur 4 à travailler en Ontario, nous sommes un peu moins que 1 sur 5 à le faire au Québec. Donc, ça, c'est quand même aussi important à noter. Puis moi, les 70 ans et plus, je m'y intéresse un peu moins parce que c'est un gros bassin. Puis c'est pas là qu'il y a le plus de changements à faire dans les taux d'emploi. Donc, mais je me concentre sur les 60-69 ans. Mais vous voyez qu'il y a de la place à améliorer nos taux d'emploi. Toujours, je le répète, tout ça va se faire sur une base volontaire et d'amélioration du niveau de vie des gens qui le souhaitent. On s'en va du côté des revenus à la retraite. Donc, les revenus à la retraite, essentiellement, ce qu'on cherche à voir, c'est qu'est-ce qu'on a à la retraite. Donc, essentiellement, on parle souvent d'une pyramide ou d'une maison, puis on dit qu'il y a 3 étages à la pyramide ou à la maison. Le socle, c'est les pensions du gouvernement fédéral, des pensions publiques. La pension de sécurité de la vieillesse, qui est quasi universelle, on pourrait revenir sur des détails, et le supplément de revenu garanti, qui s'assure d'offrir, comme son nom l'indique, un revenu minimum aux personnes âgées qui n'ont pas trop d'autres revenus à la retraite. Donc, c'est le socle. La deuxième étage, c'est le régime des rentes du Québec, qui est une rente publique, mais qui est basée sur les contributions que vous aurez faites. Donc, si vous avez moins travaillé, vous allez avoir moins de prestations du régime des rentes. Si vous avez contribué de plus de nombreuses années et au maximum, vous allez avoir une meilleure prestation à la retraite. Et on vient compléter ça par des régimes publics, par des régimes privés d'employeurs ou par CREER ou par toute forme de revenus pour arriver à avoir nos revenus à la retraite. J'ajoute à cette pyramide-là quelques informations. La pension de sécurité de la vieillesse a été augmentée dans le dernier budget qui a été présenté par la ministre des Finances, Mme Freeland, en avril dernier au fédéral. Ça donne lieu à une promesse que les libéraux fédéraux avaient faite pour que les gens de 75 ans et plus voient leur pension de sécurité de la vieillesse augmenter de 10 Ça va arriver à compter de juillet 2022. Je note aussi qu'il n'y a rien à voir avec le changement récent, mais que le gouvernement fédéral a, depuis autour de 2012, 13, 14, je n'ai pas l'année exacte, ma mémoire flanche, mis en place la possibilité de report des prestations. Donc, on n'est plus obligé de la prendre à 65 ans, la pension de sécurité de la vieillesse. On peut la repousser d'1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut le faire jusqu'à 5 ans. Et si on le fait jusqu'à 5 ans, donc jusqu'à 70 ans, évidemment, on va avoir la pension moins longtemps, mais on aura droit à notre pension qui va être bonifiée. Donc, au lieu d'avoir 7 500 si on la prend à 65 ans, dollars d'aujourd'hui, là, on aurait quelque chose comme 10 200. Donc, un nombre plus restreint d'années, mais une pension qui est plus élevée. Du côté du régime des rentes, je vous l'ai dit tantôt, ça varie selon le nombre d'années que vous avez cotisé, le maximum que vous avez contribué, mais aussi on a une possibilité de report. Puis dans le cas du régime des rentes, on a plus qu'une possibilité de report, on a même une possibilité d'anticipation dès 60 ans. Et quelqu'un qui aurait droit au maximum, s'il la demande à 60 ans, il aurait droit à, grosso modo, un versement mensuel de 775 $. S'il la demande à 65 ans, il aurait droit à une rente mensuelle de 1 200 $. Puis s'il la demande à 70 ans, la rente passerait à 1 700 $ passés. Donc, on voit qu'entre 775 et 1 715,
c'est ce que le gouvernement vous laisse comme marge de manœuvre entre demander sa rente plus tôt et plus tard, mais nécessairement, ça a des impacts sur les sommes que vous aurez à la retraite et ça a des impacts, dans le fond, toutes ces rentes-là, la PSV et le régime des rentes, c'est des rentes qui sont indexées. Donc, ça vous donne une gestion de votre risque de longévité. Si vous pensez avoir une bonne espérance de vie, vous demandez vos rentes plus tard, vous allez avoir des rentes publiques bonifiées plus longtemps. Et je complète, on va le voir mieux à la prochaine diapo, mais le supplément de revenu garanti, c'est grosso modo l'équivalent d'un chèque d'aide sociale pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, pour chaque dollar que vous gagnez en revenu, le supplément de revenu garanti est diminué. Sauf qu'au fil des années, justement dans un contexte de valoriser l'effort de travail, on est venu dire, bien, si c'est des revenus de travail, ça va être considéré différemment. Donc, vous pouvez gagner des revenus de travail sans que votre supplément de revenu garanti soit revu à la baisse. Je vous donne un exemple pour le supplément pour les revenus de travail, pour le supplément de revenu garanti. Avant 2020, vous aviez le droit de gagner jusqu'à 3 500 de revenus de travail sans que votre supplément de revenu garanti soit diminué sur une base annuelle. On a maintenant modifié ça au fédéral pour que vous puissiez gagner jusqu'à 5 000 $. Donc, le premier 5 000 $ de salaire n'affectera pas négativement votre supplément de revenu garanti. Et pour les revenus de travail entre 5 000 et 15 000 $, ce qu'on vient faire, c'est on va tenir compte seulement de la moitié de chaque dollar que vous allez gagner. Donc, si vous gagnez 5 000 $, on va dire que vous en avez juste gagné 2 500 pour les revenus de salaire entre 5 000 et 15 000, ce qui va faire en sorte que vous allez conserver une plus grande part de votre supplément de revenu garanti par rapport à si ça avait été des revenus de type de retraite au lieu des revenus de travail, évidemment. Je ne passerai pas beaucoup de temps, mais je veux juste vous montrer que nous avons conçu à la chaire en 2017 un petit outil là, qui montre quelles sont les conséquences si vous décidez de repousser le moment où vous demandez vos prestations publiques. Donc, ce que je viens de parler, régime des rentes et pension de sécurité de la vieillesse. Évidemment, ici, l'outil n'a pas été conçu dans un effet de voir quel serait l'effet de travailler. C'est un autre outil qui verra le jour un jour, peut-être plus sur les sites des gouvernements que sur le site de la chaire. Mais pour le moment, c'est juste de vous montrer l'effet de repousser les prestations publiques, l'effet que ça a sur votre besoin d'épargne et donc l'effet que ça aurait aussi sur votre niveau de vie à la retraite. Je vous donne juste un petit exemple. Donc, nous avons une personne qui a 65 ans, qui a gagné l'équivalent de 55 000. À ce moment-là, c'était le maximum des gains admissibles au régime des rentes et qui arrête de travailler à 65 ans et qui dit qu'est-ce qui se passe si je demande mes rentes du RRQ et de la pension de sécurité de la vieillesse à 65 ans versus si je les demandais plus tard. Donc, j'ai donné ici un exemple versus les demander à 69 ans. Dans tous les cas, vous arrêtez de travailler à 65 ans. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire travailler les gens plus. Ici, c'est de voir l'effet de repousser le moment de la rente. Et on a conçu avec, dans le passé, là, avec un comité sur les régimes de retraite, là, le comité d'Amour, qui a été présidé par Alban D'Amour, on a conçu une espèce de petite illustration comme ça visuelle. Donc, vous prenez votre retraite à 65 ans, vous avez gagné tout le temps l'équivalent de 55 000. Vous dites à la retraite, mes besoins sont de 60 % du 55 000, donc 33 000. Et là, vous dites, bien, voici ce que le régime public va m'offrir, régime des rentes en gris, pension de sécurité de la vieillesse en moutarde. Et arrive le turquoise, c'est votre besoin d'épargne qui vient soit d'un régime privé de l'employeur, soit de vos REER. Et le turquoise, c'est votre besoin d'épargne pour atteindre votre niveau de vie. Et donc, là, on voit, si vous demandez vos prestations à 65 ans, c'est le niveau d'épargne requis tout au long jusqu'à votre décès. Si vous décidez de repousser les rentes à 69 ans, comme indiqué à la diapo précédente, bien là, évidemment, les rentes publiques vont être majorées. Vous voyez que le régime des rentes est plus important, que la pension de sécurité de la vieillesse va être plus importante, mais sur une période plus courte. Et donc, votre besoin d'épargne, si vous arrêtez toujours de travailler à 65 ans, mais demandez des prestations à 69, bien, vous allez utiliser votre besoin d'épargne dans votre REER, plus les premières années, mais vous voyez aussi que vous allez l'utiliser moins pour les autres années restantes, passé 69 ans.
Et là, la question, c'est de dire, est-ce que j'ai besoin de moins d'épargne retraite si je repousse mes prestations ou si je les demande à 65 ans? On va y revenir un petit peu plus tard. Puis là, je rajoute à la diapo suivante. Et si vous décidez de travailler un petit peu à la retraite de 65 à 69 ans, puis dites, je vais aller chercher l'équivalent de 25 000. Bien là, vous voyez assez bien que votre niveau d'épargne a considérablement diminué par rapport à la situation initiale. Il y a moins de turquoise requis si vous repoussez vos rentes et si vous prenez la décision de travailler un petit peu, bien que rien, comme je le dis, ne vous y oblige. Bon, en résumé, qu'est-ce qui se passe? Bien, si nous prenons notre retraite à 65 ans et nous demandons nos rentes à 65 ans, dans le cas ici, ça prendrait là, dans le REER une valeur équivalente à 265 000 $. Si vous dites, j'arrête toujours à 65 ans, mais je repousse mes prestations à 69, vous avez 18 000 $ de moins en besoin d'épargne. Donc, vous gagnez 18 000 simplement à repousser vos rentes. Puis si, évidemment, bien, vous décidez de travailler et de 65 à 69 ans, pour toutes sortes de raisons, parce que l'épargne est insuffisante ou parce que vous voulez rester actif, bien là, vous voyez que vous êtes non plus à 265 000, mais vous êtes à peu près à 147 000 de besoin d'épargne. Vous avez réduit fortement votre besoin d'épargne retraite dans ce cas-là. Donc, toujours intéressant de savoir ce genre d'éléments-là. Je poursuivrai donc avec les mesures d'incitation au travail pour vous dire à quoi elles ressemblent. Il y en existe et à quoi elles ressemblent. Avant ça, je vais peut-être vous donner mon petit côté fiscaliste, deux petites notions. La distinction entre une déduction et un crédit d'impôt. Une déduction, comme une déduction REER, ça vient réduire votre revenu imposable. Et donc, plus votre revenu imposable est haut, le fait de le réduire va vous procurer une économie d'impôt plus importante. Si vous faites 250 000, réduire votre revenu imposable de 5 000 de 250 à 245, vous allez économiser plus d'impôts que si vous passez de 20 à 15 000 $ par exemple. Donc, la déduction, son économie d'impôt varie avec le revenu imposable. Alors que les crédits d'impôt, techniquement, ça donne une économie d'impôt qui est la même pour tous. Encore faut-il avoir de l'impôt à payer. Donc, si vous n'avez pas d'impôt à payer et que le crédit d'impôt est non remboursable, vous perdez la valeur du crédit d'impôt comme vous auriez perdu la valeur de la déduction. Donc, dans ce cas-là, dans certains cas, c'est important que certains crédits, de savoir s'ils sont remboursables. Ça veut dire que même si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous allez recevoir, en produisant votre déclaration d'impôt, un remboursement. On va vous rembourser le crédit et donc vous allez recevoir un chèque au moment de produire la déclaration. Et il y a une troisième caractéristique qui est bon de préciser pour les crédits d'impôt, c'est que dans certains cas, on ne veut pas les offrir à tous, puis on dit lorsque votre revenu, soit votre revenu individuel, soit votre revenu familial excède un certain seuil, vous allez perdre progressivement ce crédit d'impôt-là. Donc, dans certaines allocations, prestations, primes, crédits, peu importe comment on les nomme, là, dans certains cas, il y a des seuils de revenus au-delà duquel on commence à perdre progressivement les crédits. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter maintenant les différentes mesures d'incitation qui existent. Certaines, les trois du haut existent de manière générale pour l'ensemble des personnes qui travaillent et les deux mesures du bas existent davantage pour les personnes, travailleurs d'expérience, qui décident de rester sur le marché du travail au-delà d'un certain âge. Donc, pour la prime au travail du Québec qui existe depuis 2005 et l'allocation canadienne pour travailleurs du Canada qui existe depuis 2007, ces mesures-là, c'est pour favoriser le passage, dans le fond, pour s'assurer, notamment les gens sur l'aide sociale, de dire c'est bon d'aller travailler. Donc, oui, vous perdez votre aide sociale, mais vous avez des mesures comme ça qui vous sont offertes. Évidemment, elles ne sont pas juste offertes à ceux qui sont sur l'aide sociale, sont offertes jusqu'à un certain seuil quand même. On les perd progressivement par la suite. Mais notez que pour les deux premiers programmes, là, si vous êtes une personne seule, vous pouvez recevoir jusqu'à 3 300 $ s'il y a un effort d'aller sur le marché du travail. Bon, si on va du côté, la mesure du bas, la crédit prolongation de carrière, c'est un crédit qui a été mis en place au Québec seulement, mais qui a été bonifié plusieurs fois depuis 2012. Il faut gagner plus que 5 000 $ de revenus de travail pour commencer à avoir droit au crédit prolongation de carrière. Et on peut avoir un montant, si on a entre 65 et 64 ans, jusqu'à 1 500 $. Et
si on a 65 ans et plus, la valeur du crédit est majorée à 1 650 $. Et si on dépasse un certain seuil de revenus de travail, non pas de vos revenus de toutes sources, mais de revenus de travail, à peu près 35 000, on va perdre progressivement ce crédit-là, si bien qu'autour de 70 000, vous y aurez plus droit. 70 000, je répète, de revenus de travail. Et pour ceux qui ont suivi la campagne électorale fédérale, le gouvernement fédéral, oui, mais lors de la campagne, c'était le Parti libéral a promis, qui est devenu le gouvernement, de mettre en place un crédit similaire au crédit d'impôt du Québec pour la prolongation de carrière, si bien que ça sera offert dans l'ensemble canadien et que pour les Québécois, il y aurait droit au crédit d'Ottawa et au crédit de Québec, ce qui est bien que les données que je vais vous parler tout à l'heure, est-ce que c'est rentable d'aller sur le marché du travail? Notez que ça pourrait être encore bonifié par la mise en place prochaine d'une mesure comme ça par le gouvernement fédéral. Bon. Je reviens sur l'idée du supplément de revenus de garantie offert par le gouvernement fédéral. Je disais auparavant, on perdait le supplément dès lors qu'on gagnait plus que 3 500 $. On le perdait progressivement, mais à un rythme assez vite. C'est ce qu'on voit par la ligne là, du turquoise. Et on voit avec les modifications de 2020 qu'on peut conserver des revenus de supplément de revenus garantis beaucoup plus longtemps lorsqu'on gagne des revenus de travail. Ici, vous voyez, dans le fond, là, on a une personne qui a 65 ans et plus, qui est à la retraite, qui a 5 000 de régime des rentes du Québec, qui a la pension de sécurité de la vieillesse de 7 500 et qui peut gagner jusqu'à 26 000 de revenus de travail avant d'avoir complètement perdu son supplément de revenus garanti. Donc, quelqu'un qui a 5 000 de régime des rentes, 7 500 de pension de sécurité de la vieillesse, peut gagner jusqu'à 38 500, 38 400, puis a toujours droit à un petit peu de supplément de revenus garanti. Donc, on est loin d'un programme qui vise juste les très, très, très plus pauvres. Là. Lorsqu'il y a un effort de travail, le régime a été possiblement modifié. Par contre, si vous n'aviez pas de revenus de travail, donc je ne sais pas me présenter ici à l'écran, là, mais quelqu'un qui serait à la retraite, dès lors qu'il a plus que 14 250 de revenus de retraite, n'a plus droit, au supplément de revenus garanti. Bien sûr, le 14 250 s'ajouterait aux 7 500, là, donc on le perd autour de 20 000, 7 500 de pension de sécurité de la vieillesse, pardon. Donc, on voit quand même qu'il y a des écarts qui sont importants dans le but de dire aux gens, si vous êtes à faible revenu, puis vous souhaitez rester sur le marché du travail pour augmenter votre niveau de vie, faites-le. La perte du supplément de revenu garanti sera beaucoup plus progressive. Je vous présente maintenant quelques analyses de cas. Je vous présente ça sans plus tarder. Je vous dis tout de suite que ces cas-là ont été faits avec notre partenaire de diffusion à la demande du comité consultatif 45+. La demande m'a été formulée juste avant la pandémie. Donc, le comité 45+, a des représentants dans le milieu syndical, puis il se faisait souvent poser la question simple, est-ce que travailler au-delà de 65 ans, une fois la retraite, est-ce que ça vaut le coup? Ils nous ont posé la question et j'ai travaillé, dans le fond, avec Caroline Lavoie, qui a fait les calculs avec moi pour dire, on va faire une série de cas types pour voir qu'est-ce qui reste dans les poches des gens qui, une fois la retraite, restent sur le marché du travail. Donc, essentiellement, ça s'inspire du travail qui a été fait pour eux. Vous pouvez donc consulter ce document-là en ligne là, sur le site web là, qui existe. Bon. Ce que je vous dis, ce qu'on a fait. Dans le fond, ce qu'on a fait pour faire l'analyse de cas type, on a pris des gens qui avaient des revenus de retraite, puis on a essayé de montrer l'effet de rajouter des revenus de travail à ces revenus de retraite-là. On dit que revenus de retraite et revenus de travail uniquement, effectivement, on n'a pas tenu compte de revenus de placement, on n'a pas tenu compte de revenus de location. On a dit, on va à la base, là, les gens ont des revenus de retraite, qu'est-ce qui se passe s'ils ont ou non des revenus de travail? Évidemment, on a appliqué les règles fiscales en vigueur, donc les impôts du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, toutes les cotisations sociales que les personnes doivent payer si elles participent au marché du travail. On a inclus aussi le régime québécois d'assurance médicaments. La raison étant, c'est qu'une majorité de personnes de 65 ans et plus est couverte par le régime québécois d'assurance médicaments. Puis des déductions qui s'appliquent de manière générale ont aussi été considérées. Donc, c'est ce que nous avons fait.
Et ce qu'on analyse ici quand même de manière assez simple, c'est de dire qu'est-ce que vous conservez du revenu d'emploi gagné. Donc, c'est quoi la portion conservée par un retraité s'il va gagner un petit revenu d'emploi? Donc, si vous êtes retraité, vous allez gagner 10 000 de revenus de travail et que vous conservez 7 500, votre revenu disponible augmente de 7 500 par votre participation au marché du travail, on dira que votre taux de conservation est de 75 %. C'est ça qu'on analyse. On le fait donc sur la variation du revenu disponible. Si vous ne travaillez pas, quel est votre revenu disponible en tenant compte? Et si vous travaillez, quel est votre revenu disponible une fois qu'on a pris en compte ce revenu de travail-là additionnel, vos impôts, vos cotisations et vos prestations? Donc, je commence avec un exemple simple. On a une personne à faible revenu qui n'a que, puis là, c'est les calculs datent de 2019, c'est pour ça tantôt, je vous parlais de pension de sécurité de la vieillesse à 7 500 en 2021, mais en 2019, on parlait de 7 272. Supplément de revenu garanti parce que la personne n'a pas de pension privée, donc de 7 757, puis elle a 5 000 de régime des rentes du Québec. Donc, quelqu'un qui a travaillé à faible revenu toute sa vie, qui n'a pas d'épargne retraite, elle a 20 000 de revenus de pension gouvernementale. Puis là, on lui dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller gagner 5 000? Puis là, vous voyez, cette personne-là paie déjà, en fonction de son revenu, un montant de régime d'assurance médicaments. Par contre, elle ne paie pas d'impôt parce qu'elle est trop pauvre. Elle ne paie pas de cotisation sociale parce qu'elle ne travaille pas. Et elle a droit à 2 prestations, le crédit solidarité et le crédit TPS. Et au net, elle finit avec un revenu disponible de 21 264. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire de quelle portion le revenu disponible va varier si la personne va travailler pour un 5 000 $ de plus. Bien là, vous voyez, 5 000 $ de plus, on ne perd pas sa PSV, on ne perd pas parce que le premier 5 000 est exclu aucun montant au supplément de revenu garanti. Évidemment, on a le même montant de supplément de revenu garanti de régime des rentes du Québec. On paye un peu plus, par contre, de régime d'assurance médicaments parce qu'on a un revenu plus élevé et ils nous font contribuer davantage. Puis, on paie des cotisations sociales. On ne perd pas nos prestations, crédit solidarité, crédit TPS, et on conserve du 5 000 $, 4 434 $. C'est donc dire que notre taux de conservation est de 89 % du 5 000 $, ce qui n'est pas si mal. Quand on se faisait dire au départ, ça ne vaut pas la peine de rester sur le marché du travail. Puis on note ici, là, le CIPC, c'est le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Vous n'y avez pas droit parce que pour y avoir droit, ça s'applique sur les sommes additionnelles à 5 000 $. Donc, premier exemple réussi, on conserve 89 % si on va gagner un petit 5 000 lorsqu'on est en position de faible revenu et qu'on est une personne seule. Et là, il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a posé la question, qui me dit, OK, mais si ce n'était pas un aîné, c'était quelqu'un, disons, de 35 ans, qui travaille, qui gagne le même 20 000, mais au lieu de le gagner en PSV, SRG, RRQ, il gagnait le fameux 20 000 en salaire, et que là, il y avait l'opportunité de passer à 20 000 à 25 000 de salaire. Est-ce qu'il conserverait aussi 89 % de son 5 000 de salaire additionnel? Donc là, on était retourné à la machine à calcul. Dans ce cas-là, c'est Suzy qui m'a aidé à faire les calculs, qui a lancé le midi-conférence tantôt. Et on est arrivé avec l'idée que non, si c'est une personne de 35 ans qui avait 20 000 de salaire et qui faisait l'effort d'aller gagner 5 000 de plus, cette personne-là ne conserverait que 40 % du salaire additionnel. Donc, son taux de conservation serait beaucoup plus bas. C'est pour vous montrer tout l'impact que les changements qui ont eu lieu pour favoriser les aînés à poursuivre sur une base volontaire leur participation au marché du travail. Bien sûr, j'ai donné un exemple avec un aîné à faible revenu. On pourrait me reprocher de prendre les cas extrêmes. On va prendre quelqu'un avec un revenu un peu plus moyen, quoique pas très riche. Donc, toujours une personne seule de 65 ans. Cette personne-là a 17 000 de pension privée, presque 8 800 de régime des rentes du Québec, toujours la pleine pension de sécurité de la vieillesse, n'a pas droit au supplément de revenu garanti parce qu'il y a des revenus trop élevés. Là, paye des impôts, paye le maximum au régime d'assurance médicaments, paie du fonds de service de santé, a toujours droit à des prestations crédit solidarité et crédit TPS, qui a toujours droit aux prestations maximales d'ailleurs, et a un revenu disponible de 31 000. Là, qu'est-ce qui se passe? Il va gagner 10 000 cette fois-là. Bien, cette personne-là conserverait
68 de son 10 000 donc 6 835 de son 10 000 serait conservé. Et là, dans ce cas-là, on a droit à un crédit d'impôt pour prolongation de carrière qui vient réduire l'impôt québécois à une des petites lignes là, de 750 ce qui contribue à atteindre ce montant de conservation. Puis là, ben, on voit, évidemment, là où on paye un petit peu plus, puis là où on paye un petit peu moins, évidemment, on paye plus d'impôts. Puis là, on commence à perdre, dans cette zone-là, certaines les prestations en bas parce que nos revenus sont plus élevés. On a refait l'exemple, encore une fois, avec un contribuable avec des revenus plus élevés. Cette fois-là, il y a 40 000 de pensions privées, 10 000 de régime des rentes, 7 000 toujours la pleine pension de sécurité de la vieillesse. Cette fois-là, il n'y a plus droit aux prestations solidarité TPS parce que des revenus trop élevés. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe si cette personne-là, travailleur autonome, va gagner 10 000 de plus. La particularité lorsqu'on est travailleur autonome, c'est qu'il faut payer double part du régime des rentes du Québec. Donc, il faut payer la part employé et la part employeur, si bien que dans ce cas-là, c'est 61,5 le taux de conservation que nous aurions si nous allons gagner 10 000 de plus avec un revenu initial de un peu plus que 57 000 de régime de revenus de pension de tout ça. Bon, ça nous donne un topo. On a fait un dernier cas pour un couple. Donc, le cas du couple, on a pris un couple qui a été typique à une certaine époque, mais qui représente assez bien encore les personnes âgées. Donc, un des conjoints a eu une participation sur le marché du travail beaucoup plus active avec des revenus plus élevés. Il y a eu un autre conjoint qui a participé au marché du travail, mais de manière plus modeste. Et donc, il y a des écarts de revenus quand même considérables entre les deux conjoints. Mais le revenu total est élevé. Donc, il y a un des conjoints qui a 65 000 de pension privée. Les deux conjoints ensemble ont 15 000 de régime des rentes. Ils ont donc le double aussi de pension de sécurité de la vieillesse, près de 15 000. Donc, ça nous amène à 95 000 de revenus familial. Et là, qu'est-ce qui se passe si le conjoint qui a le revenu le plus élevé décide d'aller travailler pour gagner un 10 000 de plus? Et dans ce cas-là encore, il conserverait 67 du 10 000 qui est allé chercher sur le marché du travail. Donc, c'est quand même une conservation qui est quand même tout à fait acceptable, plus du 2/3 qui est conservé. Ici, il faut quand même considérer que dans ce scénario-là, comme il y avait des écarts de revenus entre les conjoints, on a considéré qu'ils profitaient, ils utilisaient la possibilité de fractionner leurs revenus de retraite comme c'est prévu dans la loi de l'impôt fédéral et du Québec. Donc, ils fractionnent, mais cela dit, même un revenu avec une pension de sécurité plus élevée, pension privée plus élevée, pardon, a un gain à rester sur le marché du travail. Ici, je vous donne un peu une synthèse qui vous dit le premier cas que je vous ai montré, il est repris en haut. Là. À 5 000, c'était le 89 Là, je dis, mais si cette personne-là avait été gagnée 10 000, bien, elle conserverait encore le 3/4 de son 10 000, donc 7 400 et des poussières. On a refait le cas aussi pour un couple à faible revenu, donc qui gagnerait parce que pension de sécurité de la vieillesse, régime des rentes et supplément de revenus garantis. Au total, il y aurait 33 000 de revenus sans travail. S'ils font l'effort qu'un des conjoints ait gagné 10 000, ils conserveraient 68 de ce 10 000 $-là. Après ça, je vous avais repris le cas du travailleur autonome. Je vous avais montré s'il gagnait 10 000, c'était 62, mais s'il gagnait 20 000, ce serait 61, donc peu de variation. Puis j'ai refait le couple dont je vous disais 95 000 S'il allait gagner 10 000, je vous ai montré qu'il conservait 67. S'il allait en gagner 20, il en conserverait 65. Donc, encore une fois, des taux de conservation peut-être plus élevés que les gens s'attendaient. Ici, je vous donne une petite illustration, une dernière illustration. Je reviens sur l'idée que c'est possible de repousser nos prestations. Je donne l'exemple avec la prestation du régime des rentes du Québec. Donc, on a quelqu'un qui souhaite prendre sa retraite à 62 ans.
OK, qui souhaite prendre sa retraite à 62 ans, mettons que c'est un enseignant du secteur public, qui a droit de pension privée de 45 000. Puis là, il arrête à 62 ans. Il dit, est-ce que je demande mon régime des rentes ou non? S'il le demande, il monte à 55 000 de revenus à la retraite. Il ne travaille pas. Puis, il y aura un revenu disponible sur son 55 000 de 42 626. Puis, il dit, mais je pourrais repousser mon régime des rentes à 65, puis je pourrais travailler les 3 années qui suivent, là, un peu comme je vous ai montré tantôt, un petit 10 000. Puis là, on s'aperçoit que remplacer son régime des rentes de 10 000 par année par 10 000 de salaire, son revenu disponible va être un petit peu majoré. Là, certains vont dire, oui, mais il faut qu'il aille travailler, là. Oui, mais son régime des rentes, il l'a repoussé à plus tard. Puis regardez l'effet qu'a d'avoir repoussé son régime des rentes à plus tard. De 65 ans jusqu'à son décès, cette personne-là aurait 2 755 de plus de régime des rentes. Et donc, elle renoncerait à 3 années de 62 à 64 ans de pension de régime des rentes à 10 000 $. Elle renoncerait 3 ans fois 10 000. Elle renonce à 30 000 qu'elle va chercher par des revenus de salaire, puis elle maintient même plus son revenu disponible. Puis pour le reste de sa vie durant, elle va recevoir 2 755 de plus. Pour une femme, à 65 ans, l'espérance de vie, c'est de 22 ans. 22 fois 22 755, c'est beaucoup, beaucoup plus, c'est 60 000, là, que le 30 000 renoncé en prestation initiale du régime des rentes. C'est pour vous montrer ici la souplesse qu'offre la possibilité de report avec la souplesse que vous avez de rester ou non sur le marché du travail. Maintenant, quelques pistes. Est-ce que c'est possible de bonifier encore le rendement de rester sur le marché du travail pour les travailleurs expérimentés? Je vous donne ici 3 pistes, puis dans la diapo suivante, j'en ai chiffré 2 des 3. Donc, rendre le crédit remboursable, c'est une option. Donc, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont des revenus trop faibles pour avoir droit au crédit. Donc, si on le mettait remboursable, il y aurait droit. On va voir la bonification que cela peut entraîner. Ça profite nécessairement aux contribuables à plus faibles. Il y aurait aussi pour le crédit prolongation de carrière une autre possibilité, en plus de le rendre remboursable, il y aurait la possibilité d'augmenter le montant maximal admissible. Ça, je ne l'ai pas chiffré dans les prochains exemples. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, désolé. Mais c'est sûr que ça augmenterait encore le taux de conservation. Pour les gens qui ont des revenus de retraite supérieurs à 10 000 $, ça viendrait augmenter, puis qui ont droit au crédit de prolongation de carrière, ça viendrait augmenter leur taux de conservation. Puis une troisième idée, c'est par rapport au régime des rentes du Québec. Donc, dans le régime des rentes du Québec, dès que vous avez 18 ans, de 18 ans à votre décès, si vous travaillez dans une année et que vous gagnez plus que 3 500 de revenus de travail, les cotisations au régime des rentes sont obligatoires. Ce n'est pas un choix de cotiser au régime, vous êtes obligé de le faire. Or, on dit souvent que le régime des rentes du Québec, c'est l'alter ego du régime de pension du Canada. Donc, nous, on a notre régime des rentes du Québec, puis dans le reste du Canada, ils ont le régime de pension du Canada. On dit souvent que c'est des frères jumeaux. Bien, le frère jumeau, là, dans le reste du Canada, là, passé 65 ans, de 65 à 69 ans, les cotisations, si vous continuez de participer au marché du travail, les cotisations ne sont plus obligatoires, mais sont facultatives. Et passé 70 ans, les cotisations sont tout simplement interdites. Alors, si bien qu'ici, ce qu'on propose, ce serait de dire que pour le régime des rentes, s'inspirant de ce qui se fait dans le régime de pension du Canada, à 65 ans et plus, donner la souplesse aux gens de dire, est-ce que je veux continuer de cotiser et voir ma prestation un petit peu majorée, ou je préfère ne plus cotiser, pour certains ont déjà la rente maximale, je préfère ne plus cotiser et conserver ces cotisations-là dans mes poches à la place. Et si on fait ça, pour donc crédit, prolongation de carrière remboursable et régime des rentes, cotisation facultative, ici, je vous remontre les mêmes résultats que je vous ai présentés tout à l'heure, puis de montrer l'impact que ça aurait avec ces modifications-là. Donc, le 89 % si vous êtes à faible revenu puis vous gagnez 5 000, irait à 90. Le 74 % si vous êtes à faible revenu puis vous gagnez 10 000, passerait à 82. Donc, vous voyez qu'il y a des bonifications quand même assez significatives, notamment pour le travailleur autonome.
ou aller gagner 20 000, on passerait de 61 à 68. Donc, encore une fois, on voit que le taux de conservation sera encore bonifié par les propositions que je que je viens de vous présenter, des pistes de réflexion, donc. Et donc, quoi retenir? Bien, la fameuse question de trame de fond qui était stop ou encore. La question ici, c'est sans que le travail soit obligatoire, le choix qu'on vous offre de rester sur le marché du travail est peut-être plus rentable que ce que les gens le pensaient de manière anticipée. Donc, rester sur le marché du travail, c'est peut-être plus rentable que les gens le pensaient. Et donc, ça laisse plus de souplesse aux gens une fois qu'on va être capable d'illustrer ces données-là de manière plus claire. Donc, moi, ça terminerait la présentation. On va évidemment passer à une période de questions. J'en profiterai néanmoins pour faire un peu d'autopromotion pour la chaire. Le 25 novembre prochain, le ministre des Finances va présenter sa mise à jour économique, qu'on parle même d'un mini-budget. Et donc, je vous inviterai donc dans 2 semaines, à 12h15, comme aujourd'hui, à vous joindre à nous, puis on va décortiquer cette mise à jour économique-là, on va l'analyser, puis on va en présenter les principaux résultats. Donc, sans plus tarder, j'arrête la diffusion du panorama et je vais être disponible pour répondre à vos questions. Alors, il y a différentes façons de procéder pour les questions. Il y a une petite bulle en haut où vous pouvez indiquer dans la conversation les questions que vous auriez, puis moi, je pourrais essayer de les lire puis les reprendre. Sinon, vous pouvez tout simplement, il y a une petite main que vous pouvez lever et vous pouvez poser directement votre question. Puis dans ce cas-là, vous pourrez ouvrir votre caméra pour qu'on vous voit. Donc, c'est à vous de choisir. Bon, attendez un peu, je vois une main levée, bougez pas. Luc, je te dirais quand même qu'il y a déjà des questions qui sont apparues pendant ta présentation. OK. Je vais prendre la main levée, puis je vais aller après ça voir les questions Parfait. Parfait, merci. Donc, bougez pas. Si je viens ici, la main levée. Monsieur Adam, main levée, vous pouvez ouvrir votre caméra, poser votre question si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Godbout? Tout à fait, oui. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Bon, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec les contributions au Fonds de service des travailleurs, au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, quand on contribue à un RIR, on peut obtenir un crédit d'impôt de 15 % au fédéral et 15 % au Québec. Et par contre, l'année qu'on obtient 65 ans, on n'a plus droit à ce crédit d'impôt-là. On a toujours le droit, si on contribue au RIR du FSTQ, à avoir la déduction de RIR, évidemment, mais on n'a plus le droit au crédit d'impôt. Donc, toujours dans le contexte de poursuivre son travail pour différentes raisons à partir de 65 ans ou après, est-ce qu'on sait ou est-ce que ça a été proposé au ministère des Finances de Québec de peut-être aussi extensionner la période, disons peut-être jusqu'à 70 ans, là, parce qu'un RIR à 70, on le convertit en fer, là, pour qu'on puisse continuer à bénéficier si on a des revenus d'emploi ou des revenus admissibles là, pour pouvoir continuer à contribuer à un RIR. C'est la question. Merci, excellente présentation. Parfait, merci. Bon, je vais tenter de répondre. Donc, pour m'assurer que tout le monde a bien compris, donc, ceux qui cotisent au fond de la FTQ ou au fond de la CSN, effectivement, il y a un critère d'âge. Passé 65 ans, vous ne pouvez plus avoir ces crédits d'impôt-là. Mais même avant 65 ans, ça se peut que vous n'ayez plus droit à ces crédits-là. Donc, dès que vous êtes à la retraite, vous ne pouvez plus avoir ces crédits-là. Par contre, en bas de 65 ans, si vous êtes à la retraite, mais que vous avez des revenus d'emploi, vous pouvez continuer d'en profiter. Donc, la règle, effectivement, l'idée est bonne, M. Adam, là. Dans un but d'encourager les gens à rester sur le marché du travail, ils pourraient continuer de bénéficier du crédit fonds de travailleurs en autant qu'il y ait des revenus d'emploi. Donc, je pense que ça serait la condition. On pourrait dire jusqu'à 70 ans, effectivement.
Là, il y a différentes façons. Soit on fait juste dire qu'il faut qu'il y ait des revenus d'emploi, puis on dit un minimum. Par exemple, minimum 5 000, ça s'arrête là. Puis on dit tout le monde entre 65 ans et 69 ans qui ont des revenus d'emploi d'un minimum 5 000 ont droit au crédit. Tantôt, je vous ai parlé du crédit prolongation de carrière. Pour avoir droit à ce crédit-là, il faut avoir gagné minimum 5 000 de revenus de travail. Ça pourrait être pour tout le monde qui est admissible au crédit prolongation de carrière, vous aurez droit d'avoir droit au crédit d'impôt pour fonds de travailleurs également. Là, il y a une subtilité entre les deux propositions que je fais. Si c'est le crédit prolongation de carrière, au-delà d'un certain seuil, on le perd. Donc, on viendrait offrir la possibilité aux gens qui gagnent entre 5 et 70 000 de revenus de travail de continuer de pouvoir cotiser au régime des rentes, de cotiser au fonds de travailleurs et d'avoir droit au crédit, alors que pour ceux qui auraient plus de 70 000, grosso modo, ils n'y auraient pas droit. Ou on ouvre simplement en disant quiconque qui a 5 000 et plus de revenus de travail pourrait y avoir droit. Mais c'est des réflexions qui pourront être transmises au ministre des Finances et éventuellement être faites. Donc, merci pour la question. Je vais aller voir du côté des questions. Je vois qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, la présentation va être disponible. Il y en a qui posaient la question, est-ce que la présentation va être disponible? Oui, elle va être disponible sur le site de la Chaire, il n'y a pas de problème. Là, il y a quelqu'un qui pose la question pour la PSV. Si on a commencé à recevoir à 65 ans et qu'on vise un retour à 67, est-ce qu'on pourrait l'arrêter puis dire qu'on veut la reporter? La réponse est non. C'est possible d'effacer notre choix d'avoir demandé la pension de sécurité de la vieillesse pour dire « Hey, j'ai fait une erreur, je voudrais plutôt l'avoir plus tard. » Mais je crois qu'on a quelques mois, donc je ne m'avancerai pas sur le nombre de mois, là, mais je crois qu'on a quelques mois pour rectifier notre demande et dire qu'on la veut plus tard. Mais on n'a manifestement pas 2 ans, 3 ans comme ça pour changer d'idée. On me pose la question qui est l'auditoire cible de la présentation. L'auditoire cible, c'est tout le monde qui est intéressé à savoir si c'est rentable de rester sur le marché du travail. Évidemment, on a fait des cas de revenus de toutes sortes, mais on n'a pas fait des cas de revenus à la retraite de 100 000 là. Vous l'avez vu, on a fait 5, 10, 20 000. Là. Dans l'étude, avec le comité consultatif 45+, on se rendait à 30 000. Mais on n'a pas fait des cas. Un professeur d'université, est-ce qu'il reste une année de plus sur le marché du travail à X 1000 $? Ça, on ne l'a pas fait. Là. Donc, on ne vise pas ceux qui peuvent poursuivre sur le marché du travail à 150 000 $. On présume que s'il reste, ils ont compris la rentabilité de le faire. Il y a une autre question, puis je vais aller voir après prendre une autre. Je vais prendre une question live tout de suite. Puis je vais revenir après à ceux qui ont posé des questions par écrit. Donc, une question live. Il y a M. Boutin qui a une question. Donc, M. Boutin, je vous inviterai à ouvrir votre micro. Puis si vous le souhaitez, ouvrir votre caméra qu'on vous voit, puis vous pouvez poser votre question. Donc, M. Boutin, la parole est à vous. Je ne vous entends pas. Peut-être que votre micro est fermé, je ne le vois pas. Monsieur Boutin, une fois, 2 fois, vendu. Donc, je vais passer à Linda Roy, qui a une question aussi. Donc, Madame Roy, ouvrez votre micro, votre caméra, si vous voulez qu'on vous voit, puis je vais vous écouter. Parce que ma connexion est un peu instable. Là, mais je vous entends bien. Pas besoin d'ouvrir la caméra. OK. C'est juste que je voulais savoir si les limites supérieures avaient été testées. Ce que ta présentation tourne autour finalement de quelqu'un qui a maximum 50 000, là, même à 200 000, mettons 50 000, mais je pense que tu as dit tantôt que tu n'étais pas allé tester plus haut là, pour savoir si ça décroît rapidement à partir d'un montant X. Là. On a pris des gens qui avaient quand même des revenus de retraite plus élevés, comme on avait une famille, un couple avec un revenu de retraite qui avait 95 000 quand même. Là. Donc, ça c'était quand même plus élevé, mais c'est les revenus de travail à la retraite qu'on a arrêté à 30 000. On n'a pas été à des revenus de travail plus loin, pas malheureusement, on pourrait toujours le faire, là, mais ça restait rentable.
Puis pour des personnes seules, on l'a fait même avec des 50 000, presque 60 000 de revenus avant la participation au marché du travail. Puis ça restait des taux de conservation qui étaient près du 2/3. Donc ça restait plus important, là. Mais on ne l'a pas fait à des revenus de travail de 50 000, par exemple. Est-ce que ça répond bien à votre question? Je pense que votre micro était fermé, mais est-ce que ça répond bien à votre question? Ma question était à partir des revenus de retraite, là, pas des revenus de travail, là, mais avec des on est monté à 95 000 de revenus de retraite pour un couple, mais on n'a pas allé au-delà de... Puis 57 000 pour une personne seule. OK, 55 000, c'est ça que je comprenais. C'est environ autour de 50 000, parce qu'un couple, divisé par 2, c'est 50 000 par personne. Là. Ouais. Fait que c'est autour de 50 000 ta limite supérieure de revenus de pension. Là. Que nous avons analysé. OK. C'est ça. On ne s'est pas rendu plus loin, mais à la retraite, si on allait se sortir les statistiques fiscales des retraités, je vous dirais qu'on est dans des limites quand même assez supérieures. Les revenus des retraités sont les retraités actuels. Là, peut-être que certains aspirent à la retraite avec des revenus plus élevés, mais pour les revenus de retraite des retraités actuels, on est quand même dans les 15 % les plus riches là, lorsqu'on est rendu à 50, même peut-être plus que ça, lorsqu'on est à 55 000 de revenus individuels puis à 95 000 de revenus de couple. Là. On est quand même dans les plus élevés au Québec déjà. Je n'ai pas les stats sous les yeux, par contre, là, pour le donner avec plus de précision. Là. Donc, je passerai peut-être, je vais prendre une petite question que j'avais dans le truc de discussion, puis je vais revenir après vers vous qui ont des questions en direct. Y a-t-il un gain pour quelqu'un qui continue de travailler à 65 ans et qui a 80 000? Bien, je dirais que la réponse est oui, sauf que je n'ai pas le chiffre pour vous dire quel serait le chiffre exact, là. Dans ce cas-là, si c'est une personne seule à 80 000, la pertinence, puis vous avez 65 ans, la pertinence de ne pas demander la pension de sécurité de la vieillesse serait vraiment importante parce que passé 80 000, la pension de sécurité de la vieillesse, on la perd au rythme de 15 % par dollar additionnel, par dollar excédentaire à 80 000. Donc, je vous dirais, soit que ça vous prend des cotisations réelles pour réduire votre revenu imposable, soit, dans ce cas-là, ça rend pertinent de repousser la pension de sécurité de la vieillesse. Quelqu'un me dit que pour changer d'idée, c'est 6 mois la durée maximale si on a déjà demandé le régime des rentes. Je savais que c'était quelques mois, j'osais pas dire 6. Est-ce que le gouvernement fédéral a considéré la notion de reporter l'âge pour le REER en fer à plus élevé que 71 ans? Je ne sais pas s'il l'a considéré encore, mais c'est sûr et certain que ça devrait être basé sur l'espérance de vie à la retraite. Et donc, à terme, ça devrait évoluer. Si l'espérance de vie allonge, oui, ça devrait être fait. Je vais aller donc retourner aux questions du monde live. J'ai d'abord un Jacques Boutin, puis après ça, Jacques Baudet, pardon, puis après ça, j'ai un Pierre-Claude Poulain. Donc, M. Baudet. Oui, bonjour, M. Godbout. Vous êtes toujours aussi intéressant. Merci, ex-étudiant. M. Godbout, est-ce que vous croyez que dans le processus de modification de la Régie des rentes du Québec et de ses prestations, est-ce qu'on s'aligne un peu beaucoup vers le régime de pension du Canada? On essaie d'être assez près du régime de pension du Canada, puis on l'est, en gros, assez près. Il y a juste le petit élément, hormis les taux là, qui diffèrent. Donc, l'élément que je vous disais pour les contributions facultatives passées à 65 ans et plus, ça, on ne l'est pas encore. Puis là, on commence à en parler. À force d'en parler comme ça, peut-être qu'on va faire changer d'idée à la Régie des rentes. Puis c'est pas une promesse, c'est pas un changement qui coûte cher techniquement parce que ceux qui continuent de travailler à 65 ans ou plus, puis qui ont déjà demandé le régime des rentes, ils payent une cotisation, mais ils voient leur rente bonifiée.
Fait que techniquement, il y en a qui trouvent que la rente est bonifiée trop peu. Mais si le gouvernement, soit il la bonifie trop peu, fait que ça devrait, en changeant, ça ne devrait pas coûter un sou au régime. Là. Ça devrait s'auto-financer, ce changement-là. Merci et bonne Parfait, fête de journée. merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Poulain, maintenant. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ont des rires et qui sont sur le supplément de revenu garanti, le rire étant un revenu reporté, est-ce qu'ils perdent ou est-ce qu'ils sont exemptés pour le supplément de revenu garanti quand ils retirent un revenu reporté? Quand ils le retirent, ça rentre dans leur revenu et ça leur fait perdre le supplément de revenu garanti. Fait que l'idée, c'est. Bien là, l'idée, mais moi, je ne peux pas faire de planification fiscale, financière live comme ça. Là. Vous comprenez que je vous dirais d'aller voir un planificateur financier. Mais l'idée, c'est de soit les sortir un petit peu avant de commencer à bénéficier du supplément de revenu garanti ou de les repousser à plus tard. Là. Mais c'est clair qu'à chaque année que vous en retirez, ça rentre dans la détermination de votre admissibilité au supplément de revenu garanti. Puis l'exemption pour le 5 000 de revenus supplémentaires, c'est du revenu d'emploi. D'emploi. Travailleur autonome, mais non pas... tout autre revenu va être considéré en diminution du supplément de revenu garanti. Ce qui fait que tous ceux qui ont le supplément de revenu garanti, s'ils ont des rires, sont pénalisés, se retrouvent avec un taux marginal d'impôt de l'ordre de 75-80 parce qu'ils perdent 50 de leur supplément de revenu garanti sur le retrait d'un rire ou d'un fer. Oui, mais c'est sûr qu'ils sont... Techniquement, le supplément de revenu garanti, comme je disais au début, ça avait une volonté d'assurer un minimum aux retraités, donc comme un peu l'aide sociale. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies d'autres revenus. Donc, si tu as ça, c'est pour ça que je dis, là, il y a des éléments à considérer qu'un planificateur financier, est-ce que je les retire avant que les prestations débutent ou est-ce que je les repousse ou je les retire en une année sur deux, de sorte que il y a des choses comme ça à réfléchir. Tout dépend de la quantité d'argent qu'il y a dans le régime des rentes, le régime REER aussi. Là. Mais normalement, si on a un supplément de revenu garanti, ne devrait pas avoir des centaines de milliers de dollars dans le REER non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à ça. Merci. Merci. Donc, je retourne à la boîte de discussion, à la boîte où les gens ont écrit des questions. Il y en a quand même eu quelques-unes. À la question, est-ce que Madame Côté avait une question? Tous les cas qui ont été présentés, c'est des gens à la retraite qui retournent sur le marché du travail. Est-ce que ce serait la même chose si une personne est rendue à 66 ans et elle n'a jamais arrêté de travailler? Le taux de conservation du salaire total ne sera sans doute pas le même, là, parce que dans les exemples qu'on donne, des fois, il y a 50 000 de revenus de pension, puis on regarde sur votre gain d'aller gagner 10 000. Là, si vous faites 60 000 de revenus de travail, vous ne conserverez pas le même pourcentage. On est dans un système d'imposition progressif. Mais oui, la logique est la même, mais ça va être sur une variation de salaire X là, et non pas sur le salaire total. J'espère avoir bien compris, capturé l'intention. Avez-vous calculé le taux de conservation du report du régime des rentes? Non, pas de manière spécifique. On n'a pas calculé le taux de conservation du report, mais le montant étant majoré, a priori, ça semble pertinent. Puis il y a M. Boutin qui avait une question tantôt, mais qu'on n'a pas pu l'entendre. Est-ce que 30 000 est là? Non, là, il demande si est-ce que 30 000 c'est le maximum de revenus à gagner pour éviter d'être pénalité. Je ne peux pas aller là. Je pense qu'il faut regarder un peu. Ça dépend de votre situation. Non, je pense tout revenu de travail gagné à la retraite, vous allez en conserver une partie. Il y en a qui m'ont demandé aussi je ne l'avais pas pris la question, mais est-ce qu'on atteint zéro? Et non, on n'atteint pas zéro. Tout revenu de travail que vous allez gagner, vous allez en conserver une partie. Sauf qu'on a vu chez les plus pauvres, chez les plus jeunes, des fois, on n'en conserve que 40 du revenu de travail. C'est ce sentiment-là qu'on voulait éviter. Et là, les chiffres, avec les calculs qu'on a faits, on n'est jamais tombé en bas de 55 %. Je vous ai montré des cas autour de 60. Mais on ne peut pas dire que passer 30 000, là, c'est la catastrophe après. J'irai pas là. C'est bon? Fait que moi, ça fait le tour des questions que j'ai reçues.
ainsi que des commentaires. Donc, on essaie de garder ça à l'intérieur d'1 heure. On a commencé à 12h15, il est 13h20. Vous avez été nombreux. J'ai vu un chiffre tantôt. Là, vous avez été très nombreux. Je vous remercie donc, mais je pense qu'il y a peut-être un monsieur Touga que je n'ai pas la... Est-ce qu'il reste une dernière question? Oui, M. Touga. Oui, une dernière question. Bonjour, M. Godbout. Bonjour. J'avais une question. Pour le supplément de revenus garanti, c'est calculé sur l'ensemble de nos revenus. Si je je demande ma sécurité de vieillesse à 65 ans, mais que je retarde mon régime, est-ce que j'ai le droit de retarder mon régime des rentes du Québec à 69 ans, de façon à maximiser mon régime des rentes à 69 ans? Oui. Concernant votre question, vous ne pouvez pas reporter votre pension de sécurité de la vieillesse du fédéral parce que tant que vous n'avez pas demandé votre pension de sécurité de la vieillesse du fédéral, vous n'aurez pas droit au supplément de revenus garanti. Donc, il faut d'abord demander la pension de sécurité de la vieillesse fédérale pour avoir droit au supplément de revenus garanti. Donc, si vous pensez que vous avez droit au revenu de supplément de garantie, c'est rarement une bonne idée de dire je vais repousser ma pension de sécurité de la vieillesse. Encore une fois, je vous inviterai à aller voir un planificateur financier parce qu'il y a peut-être des cas d'espèces. Mais oui, même si vous demandez votre pension de sécurité de la vieillesse, vous avez droit à votre supplément de revenu garanti. Vous avez toute marge de manœuvre pour dire je ne demande pas mon régime des rentes du Québec tout de suite, je le demanderai à 66, 67, 68, 69, voire même 70 dans les règles actuelles. Et ce report-là va vous donner une prestation des rentes bonifiées plus tard, mais pendant ces premières années-là, vous allez avoir plus de suppléments de revenus garantis parce que la prestation du régime des rentes ne rentrera pas dans le calcul. L'autre question, parce que là, j'ai un CRI. Le CRI, lui aussi, je peux le reporter à 70 ans? Parce que je pense que je suis obligé de prendre le CRI, c'est comme un REER. À partir de 70 ans, je suis obligé de l'encaisser. Oui, mais là, il y a des particularités pour les CRI que je n'oserais pas m'avancer devant autant de gens. Là. Je vous demanderais de consulter quelqu'un, mais la logique pour le supplément de revenu garanti, si vous pouvez repousser votre CRI, il y a peut-être des gains à le faire, mais encore une fois, nous, on veut plus éclairer l'ensemble, puis dans des cas de figure, puis comme ça, là, à distance, faire de la planification sans avoir toutes les données, c'est vraiment de la haute voltige. Donc, mais ça vaut la peine d'investir pour aller voir un planificateur financier pour vous donner les conseils, parce que ça se fait en toute légalité, c'est juste de minimiser les conséquences de vos retraits. Là. C'est bon? Merci. Oui, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je remercie tout le monde. Luc, je vais juste un petit mot. Il y a une question, un commentaire plus général qu'on n'a pas parlé. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas simple les questions. La littératie est-elle assez avancée chez les gens pour qu'ils comprennent? Je pense que c'est le but des présentations comme on fait aujourd'hui. Je dirais aux gens de rester aux aguets parce qu'il y a des outils qui se développent chez nous, mais ailleurs au gouvernement, pour aider les gens à prendre la décision. Et bien sûr, le conseil d'aller consulter des gens qui s'y connaissent, que ce soit des planificateurs financiers, les ACF de ce monde, etc., peuvent aussi aider les gens à prendre les meilleures décisions. Donc, je te laisse conclure. Parfait, non, c'est bon. Je remercie tout le monde. Je vous remercie, puis je vous dis, comme je l'ai fait tout à l'heure, soyez là le 26 novembre, on refera le même exercice, mais en analysant la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Peut-être y aura-t-il des surprises en matière d'incitation au travail des personnes d'expérience. Alors, à bientôt. Au revoir.